À quelques jours près, si l'on accepte la parenthèse de l'été et du début de l'automne 2020, cela va faire 1 an que nos établissements culturels ont baissé le rideau. Au-delà de ses conséquences économiques, la fermeture des salles de spectacle a un impact important sur la vie sociale de tous les Français. Elle met également en danger les artistes et notre modèle culturel. C'est la raison pour laquelle nous accueillons ce matin plusieurs intervenants qui représentent les salles de spectacle de musique et de théâtre, privées, publiques ou subventionnées. Suite à un contretemps, malheureusement, la Fédération nationale des cinémas français ne pourra pas se joindre à nous ce matin. Je voudrais donc tous vous remercier les uns et les autres d'avoir répondu à notre invitation. Au-delà du vœu que nous formulons tous de voir les lieux de culture ouvrir le plus vite possible, nous comptons sur vous pour nous faire part de la situation de vos établissements, à la fois sur un plan économique et sur les éventuelles mesures sanitaires qui permettraient de reprendre l'activité. Je remercie également particulièrement le professeur Antoine Flao de venir nous éclairer sur ce point. Je vous propose donc de vous céder la parole sans attendre pour un bref propos liminaire au cours duquel vous pourrez partager avec nous votre appréciation également sur l'aide apportée par l'État et les collectivités territoriales depuis le début de la crise et nous indiquer si vous identifiez des adaptations législatives ou réglementaires qui permettraient de surmonter certaines difficultés que vous pourriez rencontrer. Donc je vais vous céder la parole pour un exposé liminaire bref de 5 minutes environ à une personne par les organisations représentées et les autres évidemment pourront intervenir ensuite dans le débat. Ensuite, je donnerai la parole à nos 2 rapporteurs, Roger Carucci et Jean-Michel Arnaud, pour qu'ils puissent vous interroger. Et ensuite, l'ensemble de mes collègues sénateurs ne manquera pas de vous poser des questions. Je vous propose donc de commencer peut-être par le syndicat national du spectacle musical et de variété, le PRODIS, donc qui s'exprime au nom du syndicat, Madame Seguino. Alors vous appuyez, voilà, surtout il faut mettre le son que tout le monde nous entende bien puisque beaucoup de participants sont en visioconférence avec nous. Bonjour. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur et Mesdames et Messieurs et chers collègues du spectacle vivant. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de nous exprimer dans le cadre de votre mission. Donc effectivement, nous allons ici nous exprimer pour le spectacle vivant privé, pour les salles de spectacle présentes en France, les festivals, les producteurs de spectacles présents sur toute la France. Et comme vous l'avez dit, à l'arrêt depuis 1 an maintenant, intégralement à l'arrêt parce que pour notre secteur d'activité privée, il n'y a eu vraiment quasiment aucune reprise. Alors en effet, la situation est particulièrement difficile après cette année parce que nous n'avons pas de perspective réelle de reprise. Avant cette crise, nous pouvions dire que notre secteur participait très activement à la vitalité économique de nos territoires. Nos études de l'époque, on a l'impression de parler d'un temps qui est très très loin, démontraient que pour 1 euro généré par le cœur de nos industries, 1 euro supplémentaire était créé parmi les prestataires et au sein de l'économie touristique dans les territoires. Avant cette crise, c'était également 30 millions de spectateurs annuels et près de 5 milliards d'euros de retombées économiques directes et indirectes par an que produisait notre secteur d'activité. Alors avec cette crise, d'importantes pertes. Nous avions l'année dernière lancé une étude avec le cabinet EY pour estimer les pertes. Nous avions posé l'hypothèse d'un scénario noir avec absence de reprise. Nous pensions nous tromper et finalement, malheureusement, la réalité nous a rattrapés puisqu'il n'y a eu aucune reprise. La perte de chiffre d'affaires pour notre secteur en 2020 est donc estimée à 84% du chiffre d'affaires habituel et s'élève ainsi à 2,3 milliards d'euros de pertes. La perte de nos entreprises est très importante et l'étude que nous avons menée avec des entretiens auprès des entreprises révélait qu'il faudrait attendre près de 7 ans, soit jusqu'en 2028, pour récupérer les pertes nettes subies par les entreprises du secteur. Et effectivement, dernière information chiffrée importante, nous avions évalué que près d'une entreprise sur 2 était menacée à terme de faillite. Alors effectivement, vous allez me dire, pour le moment, nous ne parlons pas de faillite. Et c'est normal puisque nous avons la chance de bénéficier d'un certain nombre de dispositifs transversaux extrêmement importants dont nous allons reparler. Mais néanmoins, aujourd'hui, 1 an après, nous commençons vraiment à nous poser la question de la reprise parce que nous continuons à vivre dans une incertitude très forte. Incertitude qui n'est absolument plus tenable pour un secteur d'autant plus privé, pour plusieurs raisons. La date d'arrêt de nos activités, vous l'avez dit, cela fait 1 an.
Et nous avons été les premiers touchés puisqu'il s'agissait d'interdire les rassemblements de plus de 5000 personnes. Donc ce sont une grande partie de nos activités. Et peu de secteurs sont dans la même situation que nous avec 1 an sans activité. La composition de notre secteur également qui rend la situation difficile puisque c'est plus de 90% de TPE-PME. Le modèle économique qui nous fragilise puisqu'il repose exclusivement sur de la billetterie de spectacle. Depuis 1 an, nous ne vendons plus de billets de spectacle. Il n'y a donc plus de recettes. Et enfin, une incertitude quant à la reprise en raison du mode de fonctionnement et de la préparation même des événements qui rendent des délais incompressibles. Nous ne cessons d'expliquer à nos interlocuteurs que nous ne reprendrons pas d'un claquement de doigts. Dans le secteur du spectacle vivant, il faut du temps. Il y a du temps long de préparation, de remise en route des spectacles, des équipes artistiques et techniques, des entreprises qui sont à l'arrêt, mais également de remettre en vente des billets de spectacle. Donc il faut au minimum entre 3 et 4 mois pour relancer un spectacle de petite capacité et jusqu'à 24 mois pour les très grandes tournées qui irriguent l'ensemble de la France. Donc ce manque de visibilité et d'anticipation est illustré avec le cas récent des festivals, puisque Madame la Ministre a annoncé le 18 février qu'il y aurait des rassemblements cet été, qu'il y aurait des rassemblements jusqu'à 5000 personnes, en assis, distanciés, a priori sans bar ni restauration, mais il faudrait encore discuter du protocole sanitaire et se revoir chaque mois pour adapter la situation. Ce n'est pas une vraie date de reprise, puisque nous n'avons justement pas de date. Les festivals sont repartis avec cette info. La seule certitude qu'ils ont, c'est pas de rassemblement debout, pas plus de 5000, mais on ne sait rien d'autre. Et on ne sait surtout pas à partir de quelle date ces rassemblements peuvent se tenir. Et nous avons des festivals qui commencent, nous, dès le mois de mai, notamment avec le Printemps de Bourges. Donc évolutive cette situation, effectivement la ministre nous a dit « perdez pas espoir » puisque nous allons nous revoir tous les mois. Mais dans notre secteur, nous n'envisageons pas des événements mois le mois. Il nous faut de l'anticipation et de la visibilité. C'est pour cela que depuis début janvier, nous demandons à Madame la ministre, au gouvernement, un calendrier de reprise. Mais un calendrier de reprise avec des dates glissantes de reprise. Nous avons besoin de perspectives. Donc on a travaillé sur des phasages, mais des phasages qui étaient dépourvus de critères pour passer d'une phase 1 à une phase 2 et dépourvus de toute date. Donc impossible pour des entreprises de se projeter et de recommencer à programmer et à investir. Alors, à côté de tout cela, effectivement, nous avons pu bénéficier d'un accompagnement de l'État important, au même titre que les autres entreprises en France, puisqu'il y a eu des dispositifs transversaux très forts. Le dispositif d'activité partielle, effectivement très important, et nous faisons partie des secteurs dérogatoires. Jusqu'à présent, nous avons de la visibilité jusqu'au 30 juin 2021. Si la situation devait malheureusement se poursuivre, nous espérons être accompagnés au-delà du 30 juin. Il y a aussi désormais un fonds de solidarité renforcé. Il a fallu aussi se bagarrer pour pouvoir voir nos entreprises continuer à bénéficier de ce fonds de solidarité renforcé. Et la question aussi des exonérations de cotisations sociales patronales. À côté de ces dispositifs transversaux, nous avons aussi un dispositif sectoriel au sein du Centre national de la musique qui a été pensé à un moment où tout le monde croyait qu'il y aurait une reprise rapide en 2021. Ce n'est pas le cas, nous le comprenons tous désormais. Il faudra donc certainement s'interroger sur la prolongation, le renforcement des dispositifs sectoriels au sein du Centre national de la musique, qui doit être l'outil d'accompagnement de la sauvegarde des entreprises et nous l'espérons également à un moment donné, l'accompagnement à la relance de ces entreprises. Car justement sur la relance, nous avons un crédit d'impôt spectacle vivant dans le secteur qui accompagne l'investissement des producteurs de spectacles et nous avons souhaité l'année dernière bonifier ce crédit d'impôt pour qu'il soit l'outil de la relance au moment où nous pourrions reprendre. Je sais que le Sénat a été fortement au soutien et je regarde Sylvie qui est à nos côtés depuis toujours sur ce dossier. Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir une bonification de ce dispositif que pourtant nous proposions de façon provisoire pour accompagner la reprise. Et je le répète devant vous aujourd'hui, c'est vraiment l'outil indispensable à la relance. Elle n'est pas là, mais elle se prépare. Et au moment où il faudra reprendre avec des entreprises qui auront une trésorerie fortement fragilisée, nous aurons besoin d'un outil fiscal à nos côtés pour réinvestir dans la production de spectacles.
Et enfin, et j'en termine, la situation est difficile, nous n'avons pas de perspective, nous comprenons effectivement qu'il y a quelque chose qui est difficile à envisager pour les pouvoirs publics, c'est de travailler sur ce qu'ils appellent les jauges debout, les concerts en jauge debout, c'est-à-dire les festivals, mais aussi les concerts en salle fermée, qui alimentent beaucoup de nos lieux en France. Et pour pouvoir participer à la discussion sur la reprise de ces jauges debout qu'ils appellent comme un cas le plus complexe, puisque les gens ne peuvent pas être distanciés, ils peuvent être masqués mais pas distanciés dans ce cadre-là. Nous avons porté un projet d'expérimentation scientifique à Paris, jauge debout dans le cadre d'une salle importante, l'Accor Arena. La mairie de Paris nous a soutenus très tôt dans ce projet. Nous travaillons actuellement avec l'AP-HP qui est sur le protocole sanitaire. Nous avons bien évidemment intégré dans les discussions le ministère de la Culture et de la Santé pour que ce projet puisse avoir lieu en avril à Paris et nous permettre d'avancer, de faire un pas et de proposer effectivement cette expérimentation pour nous aider à organiser la reprise des jauges debout. Les jauges assises, je pense, auront moins de difficultés à reprendre quand les autorisations seront possibles. Nous souhaitons également, impérativement aujourd'hui, aborder la question des concerts et des festivals en jauge debout. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à vous. Je vais donner la parole au syndicat national du théâtre privé. Je pense que c'est Madame Gentilhomme que je vois à l'écran. Oui. C'est cela. Voilà, vous avez la parole pour 5 minutes environ. Merci. Très bien. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser le président du SNDDP, Bertrand Tamin, qui n'a pu se libérer pour cette audition et qui m'a demandé de le représenter. Le syndicat national du théâtre privé est donc l'une des organisations patronales du secteur du spectacle vivant privé. Il regroupe des entreprises de création, production, diffusion de spectacles de théâtre intervenant à l'échelle nationale, des théâtres producteurs, des producteurs tourneurs et des salles de spectacle de toute taille et de programmation diversifiée qui constituent le relais essentiel entre les auteurs, les artistes et le public. Nos adhérents assument le risque de la création. Ils représentent 85% de la fréquentation théâtrale à Paris, soit plus de 3 millions de spectateurs, et 50% des spectacles d'initiative privée en région, soit près d'1 million sur les territoires. En année normale, le chiffre d'affaires des adhérents de notre syndicat est de l'ordre de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit très majoritairement constitué de la billetterie sur les spectacles de théâtre, mais aussi de façon plus marginale par des spectacles d'humour musicaux, des locations de salles pour événements et quelques captations. Nos adhérents emploient près de 6 000 salariés, dont 1 500 emplois permanents, et les 4 500 artistes et techniciens intermittents que nous employons ont pour caractéristique d'être salariés sur de très longues périodes, soit avec une moyenne de 80 dates, ce qui est quelque chose de très significatif pour le spectacle vivant, quand on connaît la durée des contrats qui sont très très courts. Les effets du premier confinement pour notre secteur. Alors, depuis mi-mars, lorsque l'activité a été stoppée net, nos entreprises étaient dans une situation économique qui était déjà très déstabilisée compte tenu d'une fin d'année 2019 compliquée en raison de la forte mobilisation contre le projet de réforme des retraites et la paralysie des transports parisiens notamment. La mise en place du premier volet du fonds de soutien dont la gestion a été confiée à la STP n'a dans un premier temps compensé que 10 semaines d'inactivité, soutenu uniquement une partie des charges fixes des entreprises. Les entreprises ont bien sûr eu recours à l'activité partielle que citait Malika Seguino pour la majeure partie de leurs salariés permanents, mais également pour les intermittents, avec un reste à charge cependant important pour ceux-ci, notamment en raison de la charge liée au congé spectacle. Lorsqu'il a été possible de rouvrir en juin 2020, seuls quelques théâtres ont été en mesure de le faire en raison des contraintes sanitaires, mais aussi faute d'être en capacité de relancer une programmation. Car relancer une programmation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On peut chiffrer l'impact du premier confinement en termes de perte de chiffre d'affaires de mi-mars à fin mai à près de 60 millions d'euros pour notre secteur. La reprise partielle que nous avons connue en septembre 2020. Alors les théâtres privés, lorsque ça a été possible, ont relancé leur activité, bien que cette reprise se soit faite dans des conditions de jauge dégradées et dans le respect de protocoles sanitaires stricts qui ont généré des surcoûts, nettoyage renforcé, mise à disposition de gel hydroalcoolique, etc. Et la compensation mise en place par le fonds de compensation billetterie, dont la gestion a également été confiée à la STP, l'a été dans des conditions moins généreuses que celles du fonds de compensation musique-variété géré par le CNM. Mais surtout, ce dispositif a rapidement trouvé ses limites avec l'instauration du couvre-feu à 21h en octobre, qui a condamné les multiprogrammations pourtant essentielles à l'économie des petites salles
et rendit aussi impossible pour tous les théâtres de programmer des spectacles pour plus de 4 fois par semaine, contre une moyenne de 6, voire 7 en temps normal, nécessaire à l'amortissement des coûts de création des spectacles, répétition, construction des décors, publicité, commercialisation, etc. Le deuxième confinement, décidé fin octobre, a mis un nouveau coup d'arrêt à l'activité théâtrale. Après négociation avec le ministère de la Culture, un nouveau volet d'un fonds de soutien sectoriel a pu être mis en place, toujours avec une gestion confiée à la STP, pour soutenir une partie des charges fixes des entreprises du secteur, hors masse salariale, et cette fois pour 16 semaines. Cependant, il a à noter que quasiment toutes les tournées et dates en région ont été annulées depuis mars 2020. Pour autant, les producteurs-tourneurs ont été aidés seulement à concurrence de 15% des coûts de cession de leurs spectacles annulés et non reportés via le fonds de compensation. Ce qui, au regard de leur modèle économique et des frais de création engagés, les place aujourd'hui dans des situations financières de très très grande fragilité. De plus, la plupart des théâtres de région qui accueillaient leurs spectacles reportent encore aujourd'hui au mieux au dernier trimestre 2021 toute programmation, lorsque ce n'était pas déjà en 2022, voire au-delà. Je voudrais m'arrêter un petit instant sur une période que nous avions vécue un peu comme une douche de décembre 2020. Car contrairement aux espoirs qui avaient pu naître de l'interprétation des propos de la ministre d'une possible ouverture des théâtres en décembre, les salles de théâtre ont dû rester fermées pendant la période de l'année qui représente en temps normal la plus forte période de leur activité. Le secteur regrette très vivement l'absence de véritable concertation avec les professionnels. Les salles de spectacle ont le sentiment d'avoir été sacrifiées alors qu'elles ne sont pas des lieux à risque, ce qu'a encore très récemment démontré une étude allemande. Ce sentiment d'un secteur culturel sacrifié, pourtant fondamental si on ne veut pas le qualifier d'essentiel, perdure, même si le soutien financier de l'État a été maintenu et renforcé via les aides générales et sectorielles. Alors notre secteur, il espère aujourd'hui une reprise prochaine. Mais avant de préparer la réouverture des établissements de spectacle, les entreprises, qu'elles exploitent des lieux ou qu'elles aient une activité d'entrepreneur de spectacle, doivent reprendre l'activité bien en amont du déconfinement et de la date présumée de réouverture des lieux de spectacle pour une reprise sur la durée. Alors, pour notre secteur, il est nécessaire de connaître une échéance de réouverture possible à minima 3 à 5 semaines pour relancer les programmations et la commercialisation. De fait, les mesures sanitaires prises à l'automne 2020, couvre-feu 17 octobre, confinement 30 octobre, ont mis à l'arrêt la filière théâtrale et ont créé même un effet de ciseau important entre les dépenses engagées pour leur relancer l'activité et l'absence de recettes. En effet, les entreprises du spectacle, alors qu'elles avaient engagé des coûts fixes, des coûts variables avec la reprise du spectacle et des productions, n'ont pas pu amortir et rentabiliser par des recettes de billetterie. Et de ce fait, certains acteurs estiment que leurs pertes sur cette période sont 2 fois plus élevées que s'ils n'avaient pas repris leur activité. Cet effet de ciseau est accentué par la fermeture des salles de spectacle dans le dernier trimestre de l'année 2020, qui représente environ 1/3 du chiffre d'affaires du secteur en raison de la saisonnalité de notre activité. Le stop and go est donc dramatique pour les entreprises du théâtre. Alors, s'agissant des perspectives de reprise, après plus d'1 an de crise sanitaire, la quasi-totalité des entreprises de notre secteur ont hors PGE une trésorerie négative. Nos entreprises ne disposent donc d'aucun matelas de trésorerie pour assurer leurs besoins de trésorerie d'exploitation et encore moins pour financer la reprise d'activité. Elles ne pourront pas non plus rembourser leur PGE ni leurs emprunts en cours. Le crédit d'impôt théâtre n'est pas encore complètement opérationnel. Par ailleurs, pour le théâtre privé, il ne peut être envisageable de reprendre avec le maintien des mesures de couvre-feu à 18h ou à 20h. Nous sommes une activité de soirée. Dans un premier temps, si une reprise était possible avec un couvre-feu à 21h, il faudrait qu'elle soit envisagée avec un principe d'eurodatage, laissant la possibilité aux spectateurs de rentrer chez eux avec une tolérance sur la présentation de leur billet de spectacle. Enfin, nous estimons que des mesures financières d'accompagnement de la reprise doivent également perdurer et être développées pour sauver les entreprises du théâtre privé, avec le maintien de l'activité partielle avec compensation financière de 100% versée par l'État au-delà du 31 juin et jusqu'à la fin de l'année, maintien du soutien du fonds de solidarité complémentaire aux aides sectorielles, maintien du fonds de compensation billetterie durant toute la période où nous devrons reprendre avec une jauge réduite et alignement des conditions du théâtre sur les conditions du secteur musical, dotation d'un fonds de sauvegarde sectoriel d'un montant permettant de sauver 100% des entreprises et dont la gestion serait confiée à la STP pour le théâtre privé. Enfin, nous insistons aussi sur la nécessité de mettre en place des aides à l'emploi pour les artistes afin de relancer l'activité et les distributions nombreuses. Il serait dramatique de devoir reprendre
avec des conditions financières très dégradées qui feraient que nous n'ayons que des seuls en scène, ou 1 ou 2 artistes sur le plateau, ce serait vraiment dramatique. On a aussi besoin de relancer l'emploi pour le secteur. Et ces mesures devront être activées et dotées en fonction de l'évolution de la pandémie et bien évidemment, quoi qu'il en coûte, pour reprendre le propos du président de la République. J'en ai terminé sur ma présentation du théâtre privé, mais si vous le permettez, je vais vous passer un autre message qui est un message du syndicat Camulc qui représente les cabarets et music halls, avec qui nous avons créé une fédération scène qui nous regroupe. Mesdames, Messieurs, brièvement, s'il vous plaît. Vous permettez que je poursuive ? Oui, mais brièvement qu'on puisse poursuivre les présentations. Ce sera très bref. Merci. Mesdames, Messieurs, une nouvelle fois, nous ne pouvons que constater que les cabarets sont les oubliés du spectacle vivant. En effet, informés de cette réunion organisée par la mission d'information sénatoriale avec pour objet les effets du confinement, nous avons demandé à être invités à celle-ci. En réponse à notre demande, il nous a été indiqué que cette réunion sera consacrée aux salles de théâtre et de cinéma, spécifiquement au nom du spectacle vivant en général. Or, aujourd'hui, nous constatons que sont invités le SNDTP, le Prodis, l'USEP, SV. Contrairement à la réponse qui nous a été faite, c'est bien le spectacle vivant en général qui est présent pour la partie des organisations professionnelles qui représentent des salles de spectacle. Pourquoi alors que nous représentons les cabarets qui tous exploitent une salle de spectacle, dont certains de plus de 1000 places, ne pouvons-nous pas nous exprimer devant vous, élus de la nation? Pourquoi notre syndicat, qui est le seul organisme qui représente les cabarets, n'est-il pas digne d'être reçu et écouté? Pourquoi cette exclusion? Notre secteur est constitué de plus de 200 cabarets, environ 170 sont en région et 85 sont adhérents du Camulc. Nous avons une grande particularité, il est possible de consommer durant le spectacle et il en est ainsi depuis l'origine des cabarets. Nos adhérents les plus importants emploient chacun plusieurs centaines de salariés et sont mondialement connus. D'autres plus petits cabarets en région sont souvent le seul lieu culturel dans un rayon de 60 km. Les cabarets irriguent ainsi l'ensemble du territoire et produisent de merveilleux spectacles, parfois avec peu de moyens. Surtout dans chaque cabaret, on retrouve des femmes et des hommes passionnés par leur métier, par le cabaret, qui cherchent en permanence à donner le meilleur d'eux-mêmes pour enchanter leur public jeune ou moins jeune. Ces hommes et ces femmes, dans leur métier, dans leur entreprise, sont soumis aujourd'hui aux mêmes problèmes, aux mêmes angoisses que toutes celles et ceux qui sont représentés aujourd'hui. Aussi, comme nous sommes terriblement optimistes, nous restons à votre disposition pour vous présenter la situation de notre secteur des cabarets. Je vous remercie pour votre écoute et bien évidemment, je suis ensuite à votre disposition pour répondre à vos questions sur le théâtre privé. Alors, je vous remercie pour votre présentation. Je voudrais juste profiter, si on peut dire, de l'occasion que vous me donnez à la lecture de ce communiqué, en quelque sorte que nous débutons nos travaux sur cette question de la culture et des effets du confinement et des restrictions d'activité, et que nos travaux sur cette seule question vont durer durant tout le mois de mars. Que c'est la première table ronde, il y en aura une autre. Les rapporteurs procéderont en tant que nécessaire à des auditions complémentaires et les contributions écrites sont sollicitées et bienvenues. Donc tous les acteurs seront entendus. On ne pouvait pas entendre aujourd'hui, vous le comprenez bien, tous les acteurs, et je joue déjà le rôle difficile de vous contraindre dans votre temps de parole. Donc imaginez, si nous avions mis tous les acteurs autour de la table aujourd'hui, que vous auriez eu à peu près 15 secondes pour vous exprimer. Donc rassurez l'ensemble des acteurs du monde culturel. Nous écouterons tous ceux que nous devons écouter, tous ceux qui ont des choses à nous dire sur cette question, parce que nous avons la volonté de trouver des solutions et de faire des propositions au plus vite, dans les délais qui seront possibles, et pour cela d'associer l'ensemble des interlocuteurs. Je vais maintenant passer la parole donc à l'Union syndicale des employeurs publics du spectacle vivant. Donc vous êtes 3, Monsieur Lobé, Monsieur Lachenal, et je vois Monsieur Morin aussi, qui nous fait la présentation préliminaire. Je veux bien la faire en tant que président de cette union syndicale, oui, accompagné de Frédéric Morin et Bruno Lobé qui pourront y apporter des précisions. On va essayer effectivement d'être bref, de ne pas redire ce qui a été dit, puisqu'il y a des traits généraux que nous partageons, mais plutôt de revenir sur nos spécificités. Donc l'union syndicale des employeurs publics du spectacle vivant est une fédération qui rassemble les organisations professionnelles du secteur subventionné
du spectacle vivant. À travers les 15 organisations, les forces musicales, Profedim, le SNSP et le Syndeac, et les 900 adhérents qui la composent, nous sommes caractérisés par une gestion désintéressée de nos entreprises et par les missions de service public et d'intérêt général que nous avons chevillées au corps de manière très forte. Nous défendons les valeurs communes de démocratisation de la culture, de liberté de création et de programmation, d'exigence artistique, d'équité territoriale et d'une garantie par un renforcement de la décentralisation culturelle. Voilà. Nos 900 entreprises que nous représentons, ce sont les centres dramatiques nationaux, les centres chorégraphiques nationaux, les centres de développement chorégraphique, les centres nationaux de création musicale, les scènes nationales, les scènes conventionnées, les orchestres permanents, les opéras, les théâtres de ville, les compagnies, les festivals, les ensembles musicaux indépendants. Ces entreprises relèvent toutes du champ de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles. Cette branche réunit près de plus de 100 000 salariés pour une masse salariale de plus de 800 millions d'euros, et notre fédération représente environ 70% de cette branche. Nous avons pu mesurer les impacts du premier confinement. Au printemps dernier, sur nos 900 adhérents, il faut se souvenir que c'est près de 19 000 représentations qui ont été annulées et 180 000 heures de répétition, de résidence, d'activités annexes également. La perte de recettes de nos 900 entreprises se situe sur cette période à près de 90 millions d'euros, dont près de la moitié concerne les recettes de billetterie. Voilà. Notre secteur est à l'arrêt, vous l'avez entendu. On nous a progressivement donné des libertés pour continuer à répéter, à travailler, mais notre secteur ne peut se considérer qu'à l'arrêt tant la création n'existe que dans la rencontre du public, et tous ces mécanismes, j'allais dire, de travail en ce moment, ce sont une forme de perfusion qui permettent effectivement à certains seulement d'entre nous de continuer une activité artistique, mais plonge l'ensemble du secteur dans le plus grand désarroi. Depuis la rentrée, notre secteur a pu montrer tant le lien avec le public, l'émancipation individuelle de la rencontre avec la création qu'il représente est importante, que notre secteur a pu sans cesse se réinventer, se renouveler et s'adapter pour se conformer aux diverses restrictions qui étaient les nôtres. Nous avons mis en place des études scientifiques, des protocoles précis, à la fois d'accueil du public et à la fois de travail des artistes et des équipes qui sont maintenant, en tout cas, qui montrent leur solidité et leur viabilité. Aujourd'hui, à l'arrêt, nous attendons évidemment une date de travail et de revoyure qui nous était promise d'une certaine manière, même par le président de la République quand il a annoncé le plan de reprise et d'activité progressive au mois de novembre, au mois de décembre. Il a même fixé un dernier échéancier pour la fin du mois de janvier qui n'a pas été tenu. Voilà. Le plan de reprise résiliente avec lequel nous travaillons avec le ministère de la Culture en plusieurs étapes est sur la table. Nous attendons à ce qu'il puisse être maintenant déclenché. Il nous faut effectivement une anticipation pour qu'on puisse y travailler, une date pour que nous puissions en parler, ou en tout cas un état clair de la situation sanitaire à partir de laquelle on pourra déclencher ce plan, passer de l'étape 0 à l'étape 1, à l'étape 2, à l'étape 3. De nombreuses aides ont été mobilisées pour accompagner notre secteur. Nous en sommes conscients. Ces aides, elles sont diverses, elles sont de nature générale ou sectorielle. Il faut absolument faire encore le diagnostic de comment celles-ci ont pu être mobilisées et être au service de notre secteur. Il y a une grande disparité de régimes juridiques de nos entreprises qui font qu'elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne par rapport aux aides qu'elles puissent recevoir, et les bilans sur les structures sont extrêmement contrastés. Nous sommes également extrêmement inquiets sur le maintien des régimes sociaux qui sont aussi un outil de gestion de notre branche et de maintien de la cohésion sociale pour tous ceux qui vivent et travaillent de leur métier dans nos maisons. Et à ce titre, tous les mécanismes d'accompagnement sociaux des techniciens et des artistes nous inquiètent, bien entendu, dans le temps, puisque cette crise s'installe maintenant de manière durable. Voilà, je dois quand même finir ce propos liminaire très bref par vous témoigner de la grande détresse dans laquelle se trouvent à la fois toutes les équipes qui font vivre nos équipements, mais aussi toutes les équipes de création, toutes les équipes techniques, depuis un an d'interruption, avec aucune perspective, avec un silence radio depuis quelques mois qui se fait de plus en plus lourd. Cette détresse se retrouve bien entendu sur des climats psychosociaux qui sont maintenant risqués. Nous l'avons
nous défendons le lien avec le public, l'émancipation personnelle est importante pour ceux qui y travaillent aussi. Je passe la parole à Frédéric et à Bruno s'ils souhaitent bien entendu préciser et augmenter mes propos. Merci. Oui, bonjour. Juste pour préciser en effet le propos de Loïc, il est vraiment urgent que le plan de réouverture progressive qui a été discuté avec la ministre s'applique dès demain presque, parce que on est vraiment prêt à accueillir aujourd'hui des classes dans nos théâtres, quand on sait qu'on peut en accueillir aujourd'hui dans des salles polyvalentes qui sont certainement moins accueillantes en tout cas que nos théâtres et dans lesquels on peut mettre en place toutes les procédures sanitaires possibles. On peut aujourd'hui, sans attendre, accueillir 2-3 classes ou des groupes de publics prioritaires. Il faut absolument qu'on puisse recommencer à créer le lien social qu'on est capable de faire, aussi bien avec les structures sociales avec lesquelles nous travaillons que les écoles. Et j'appuie aussi ce que dit Loïc tout à l'heure sur les risques psychosociaux qui existent dans nos maisons. Mais je pense que c'est la même chose pour les théâtres privés, pour nos collègues des autres syndicats. C'est une chose sur laquelle il faut veiller, et de pouvoir commencer à entrouvrir nos maisons va créer beaucoup de liens aussi avec les salariés. Merci. Bien. Vous voulez ajouter quelques mots, Monsieur Morin, c'est ça? Très direct, oui, très simple sur les collectivités territoriales qui portent les projets culturels sur leur territoire et qui se trouvent dans une situation d'empêchement d'exercer leurs compétences. Et ça ne fait que trop durer, et ce qui n'est pas sans poser des problèmes importants sur l'emploi artistique, sur l'ensemble de nos missions sur les territoires. Des collectivités territoriales, des petites ou moyennes collectivités se trouvent en grande difficulté de pouvoir exercer cette compétence. D'une part, elles ne peuvent pas le faire puisqu'il y a des fermetures administratives, mais en plus, au niveau budgétaire, n'étant que peu aidées ou partiellement aidées par le plan de relance, en tout cas, il y a une certaine forme d'opacité du plan de relance concernant les collectivités territoriales, et particulièrement sur les engagements auprès des opérateurs artistiques et culturels. Et c'est un point sur lequel nous avons besoin d'éclaircissement et de transparence et d'équité territoriale au niveau national. Merci. Alors, merci beaucoup à vous tous pour vos exposés préliminaires. Je voudrais maintenant donner la parole au professeur Antoine Flao, qui est avec nous, donc, qui est directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève, qui est un épidémiologiste, je crois que tout le monde connaît. Et je souhaiterais qu'il nous explique, vous avez entendu, professeur, l'ensemble des acteurs du monde culturel dire, alors on va pas, je ne vais pas vous interroger sur la question économique, mais nous dire, après tout, nos salles, nos lieux de spectacle ne sont pas tant que ça des lieux à risque. Et de toute façon, nous sommes conscients de la situation. Il existe des protocoles permettant de réduire au maximum ce risque. Qu'en est-il puisque vous avez une vision qui dépasse celle de la France, une vision internationale de ces questions, qu'en est-il des données en la matière? Est-il possible de mener des activités culturelles en minimisant le risque sanitaire? Merci de votre éclairage. Merci, monsieur, merci, mesdames et messieurs les sénateurs. Et je suis donc très, très honoré d'être invité à votre table ronde. Je voudrais peut-être faire plusieurs points à propos de ce que vous avez dit. Bien sûr, rappeler que l'accès à la culture fait partie des droits de l'homme. Donc, nous sommes en train de discuter d'un point qui dépasse la question économique et même la question des éventuels je dirais, amortisseurs sociaux qui permettent à ceux qui sont touchés dans leur profession et dans leur emploi et donc dans leurs revenus à avoir des indemnités ou des compensations. Au-delà de cela, on ne peut pas compenser une atteinte aux droits de l'homme, un petit peu comme pour le problème de l'éducation dont on parle souvent. Ensuite, je voudrais dire des mots évidemment liminaires que peut-être tout le monde connaît, vous m'excuserez, mais qui sont à mon avis nécessaires pour bien comprendre les raisons de tout cela et de toutes ces mesures et la façon dont on pourrait en effet envisager de s'en sortir. Et il y a 3 voies principales de transmission de ce coronavirus qui maintenant sont connues, qui sont les aérosols, le fait que donc, nous, en respirant simplement, mais bien sûr davantage en parlant, probablement à peu près 10 fois plus en parlant, 50 fois plus en chantant ou en criant,
nous expirons des aérosols qui ont différents volumes, différents diamètres, mais dont les plus légers peuvent rester, en l'absence d'aération ou de ventilation, dans l'air pendant plusieurs heures. Ces aérosols peuvent être contaminants. Les aérosols, les postillons, lorsqu'ils sont suffisamment grands, de plus de 100 microns, à peu près retombent par la gravité sur le sol ou sur des surfaces qui peuvent contaminer et qui peuvent être une voie de transmission, même si cette voie de transmission qui fait qu'on nettoie les surfaces, qui fait qu'on se lave les mains, même si cette voie de transmission n'est pas une voie qui a été beaucoup documentée, il y a eu très peu de rapports scientifiques montrant cette voie de transmission, mais par précaution, on continue à préconiser, bien sûr, en tout cas le lavage des mains, probablement un peu moins la désinfection des surfaces, qui n'est probablement moins importante qu'on peut le croire. Bien entendu, je ne parle pas du partage d'instruments de musique, par exemple, ou de partitions, ou de documents qui pourraient être des sources de contamination de cette façon-là. Puis il y a une voie qui est une voie directe. Lorsque ces postillons retombent sur le sol, ils peuvent toucher directement une personne qui est située à moins de 2 mètres et potentiellement avec une distance un petit peu plus longue si on prend par exemple des instruments comme la flûte traversière qui pourrait expulser ou certains cuivres qui n'ont pas trop de labyrinthe intermédiaire et qui pourraient expulser des aérosols à un peu plus grande distance. Autre chose concernant la transmission qui nous intéresse probablement, c'est le fait que des personnes asymptomatiques et surtout d'ailleurs des personnes qu'on appelle présymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de symptômes mais ils vont les avoir dans les jours qui vont venir, peuvent être des gens contaminants. C'est ce qui rend particulièrement compliqué la prévention contre cette maladie parce que ce ne sont pas que des gens malades qui sont contagieux. Autre chose, c'est qu'il y a besoin d'une dose infectieuse pour être infecté. Il ne suffit pas d'avoir quelques virus dans l'atmosphère que l'on traverse. Il faut qu'il y ait une dose et une durée de l'infectiosité pour pouvoir permettre la contamination. Le deuxième point, c'est le problème des rassemblements. Les rassemblements que l'on peut avoir lors de répétitions ou lors de représentations sont à l'origine d'un certain nombre de clusters et sont une des raisons pour lesquelles le monde du spectacle a si souffert pendant cette pandémie, parce que les mesures, les interventions de prévention visent essentiellement à limiter les rassemblements de personnes. Alors, y a-t-il eu des clusters dans le spectacle? Oui, la réponse est oui, il y a une existence de clusters documentés dans le monde, y compris en France. Il y a même eu des décès qui ont pu être déplorés, soit dans des chœurs où l'on a chanté. Rappelez-vous que j'ai dit qu'on expulsait 50 fois plus d'aérosols potentiellement contaminants en chantant. Il y a eu d'ailleurs même des chanteurs solistes qui ont été à l'origine de petits clusters de transmission. Il y a eu également lors de spectacles de danse, parce que la danse probablement entraîne davantage d'exercice physique et donc davantage de risques de transmission. Le karaoké au Japon a été souvent à l'origine de clusters. Et puis, il y a également, lors de répétitions ou même de représentations de théâtre ou de cabaret, des clusters qui ont été vus aux USA, au Japon, en Russie, au Canada, en Corée du Sud, notamment également au Québec. Et en Europe, on en a vu aussi à Amsterdam. Donc il y a et aussi en Allemagne, à Berlin en particulier. Donc il y a clairement des motifs qui ont pu entraîner la fermeture de ces établissements ou de ces représentations. Alors les lieux de contamination peuvent être multiples. Ils ne sont pas uniquement dans la salle de représentation, ça peut être les vestiaires, ça peut être les lieux de circulation des personnes, ça peut être les cafétérias, les bars,
mais aussi, on le sait, ça peut être les instruments, soit le partage des instruments ou certains instruments, en particulier les instruments à vent. Et probablement pas tous les instruments à vent, probablement les instruments à vent, comme je le disais tout à l'heure, qui ont le moins de labyrinthes intermédiaires avant l'expulsion des aérosols. Alors, des mesures de prévention, il en existe. Et alors, je voudrais donner, plutôt que de faire simplement la liste des clusters, je voudrais donner les exemples positifs et particulièrement intéressants. Aujourd'hui, il y a des exemples intéressants en Europe. C'est en particulier l'exemple de l'Espagne qui nous vient tous à l'esprit, je pense. L'Espagne a laissé la possibilité d'une culture avec un très fort volontarisme politique, d'une culture restée ouverte pendant toute cette période récente. Je ne parle pas du premier confinement, mais je parle depuis le mois de septembre. L'Espagne demande une jauge réduite, demande un port de masque obligatoire absolument à tout le monde, bien sûr, sauf aux chanteurs ou sauf aux joueurs d'instruments avant, demande un écart entre les spectateurs, demande que les vestiaires et les bars soient fermés, a beaucoup investi sur la ventilation et l'aération. Je voudrais juste faire part de constatations qui sont presque extrêmes, mais qui peuvent être quelque part notre étalon or. C'est les transports aériens ou les transports en TGV en France. Ce sont les endroits les plus sûrs, quasiment parmi les endroits clos que nous pouvons connaître. Ce n'est pas du tout intuitif. On pourrait penser que être dans une carlingue d'un avion pendant plusieurs heures, dans un long courrier, assis à côté d'une personne infectée qui tousse, qui a des symptômes, pourrait être particulièrement à risque. Eh bien, il n'en est presque rien. C'est jamais rien. Il ne faut pas chercher le risque zéro, sinon on n'arrivera pas à progresser, mais le risque est absolument minimal. Il a été modélisé, il a été montré que il y a eu des centaines de millions de passagers en 2020, même si aussi le transport aérien a été très ralenti. Et il n'y a eu pas plus de 44 cas recensés dans le monde entier par la IATA. Donc il y a extrêmement peu de contamination parce que la carlingue d'un avion a son air qui est régénéré toutes les 3 à 5 minutes. Alors, comme je disais, c'est un étalon or, c'est irréalisable dans des locaux que l'on peut connaître de salles de spectacle. Mais en revanche, on peut améliorer grandement la ventilation. C'est ce que les Espagnols ont fait, y compris à l'Opéra Real de Madrid. Et il y a donc une ventilation qui permet à ces aérosols dont je parlais, que l'on peut comparer à des nuages de tabac, de fumée de tabac. Vous savez qu'on ne peut plus fumer désormais dans les salles de spectacle, dans les bars, mais qu'on se souvient probablement de ces nuages qui planaient pendant assez longtemps parce que la ventilation n'est pas suffisante. Eh bien, vous fumeriez dans un avion que vous verriez très vite la fumée disparaître, puisque, encore une fois, toutes les 5 minutes, l'air est totalement régénéré. En fait, il n'est pas régénéré totalement, il passe parfois par des circuits de purification avec des filtres qu'on appelle des filtres EPA et qui sont d'une très grande efficacité contre les aérosols dont nous parlons et en particulier contre le coronavirus. Donc il y a des moyens de purification de l'air, il y a des moyens d'augmentation de la ventilation qui peuvent être travaillés dans les salles. Je pense en particulier aux petites salles. Vous parliez des cabarets. Les cabarets évoquent de petites salles chaleureuses, cosy, mais où probablement la ventilation est pauvre. Donc si l'on peut améliorer par des purificateurs d'air, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcé d'améliorer cela par de la régénération de l'air extérieur, ce qui peut être compliqué ou très coûteux, mais des purificateurs d'air pourraient grandement améliorer la qualité de l'air ambiant. On peut vérifier la qualité de l'air ambiant lorsque la ventilation est améliorée par des capteurs de CO2
qui ne fonctionnerait pas en cas d'utilisation de purificateur d'air. Parce que le purificateur d'air n'enlève pas le CO2, je ne vais peut-être pas trop m'étendre sur le plan technique, mais en tout cas, si vous ventilez une pièce en ouvrant les fenêtres ou en utilisant des ventilations mécaniques contrôlées, vous pouvez vérifier par des capteurs de CO2 que vous êtes dans des atmosphères qui sont saines à respirer, qui sont suffisamment ventilées, et évidemment tester cela en présence de public ou de personnes. Donc il y a des moyens de réduire le risque qui ont été tout à fait bien conçus. On peut se retourner vers l'Espagne et leur expérience pour le regarder. Il y a aussi un traçage qui est mis en place avec des QR codes, avec des applications qui peuvent être rendues obligatoires ou qui devraient être rendues obligatoires peut-être pour permettre de tracer d'éventuels clusters. Et cela ne ferait que renforcer le fait que les lieux de spectacle peuvent être tout à fait sécurisés. Je veux dire par là que à Barcelone, 500 participants à un concert récemment, tous debout, très serrés les uns les autres, mais tous portant un masque. Ils ont tous été testés. 0 cas. C'était une expérimentation qui est publiée par un chercheur de Barcelone. Donc, il est possible d'avoir vraiment des lieux de spectacle, y compris sans respect de la distance physique, car debout, c'est plus difficile, et qui soient safe, qui soient sécurisés. À Madrid, les 2/3 de l'opéra, 1746 sièges, donc ça fait quelque chose comme 1150 sièges occupés, donc pas 1 sur 2, les 2/3. Les gens qui sont en famille, par exemple, d'un même foyer, doivent pouvoir s'asseoir à côté, sinon ça n'a pas de sens. Eh bien, on a montré également 0 cas avec des représentations, alors que l'épidémie flambait au moment où cela a été fait, c'était au cours du mois de décembre et de janvier. L'épidémie en Espagne régresse très profondément, d'ailleurs de façon plus substantielle qu'en France en ce moment. Voilà, on peut dire aussi que le test des artistes pourrait être proposé là où il y a des troupes assez importantes pour éviter que des clusters apparaissent et menacent la sécurité des artistes. Certains artistes peuvent être à risque. Et puis encore une fois, on a documenté des cas de décès ou des cas très graves chez les artistes. Donc chez les artistes ou chez des choristes. Donc il est clair qu'on peut imaginer, un peu à l'instar de ce que font les sportifs, d'avoir des programmes de testing. Bien sûr, si les testings doivent être répétés, ils ne doivent surtout pas être nasopharyngés parce qu'ils sont beaucoup trop inconfortables, voire douloureux, et qui pourraient finir par endommager les cloisons nasales. Donc il faut proposer des tests faisables, des tests qui sont pourquoi pas en PCR, mais qui sont des tests salivaires, des tests qui sont faciles à effectuer. On a ce genre de choses en Suisse, dans les hôtels du Grison, où les personnels donnent un peu de salive fréquemment, toutes les semaines, au début de leur travail, et sont testés ainsi très régulièrement. Donc c'est des choses qui sont envisageables et qui sont sécurisables, on va dire. Voilà. Je terminerai pour dire, pour répéter, parce que je pense que tout le monde le sait très bien, mais finalement, les mesures de prévention, elles sont possibles. On peut être ambitieux pour la culture, on peut réouvrir certainement des spectacles, à l'instar de ce que font les Espagnols, c'est-à-dire avec beaucoup de précautions, avec des gestes barrières très fermement respectés, un port de masque tout à fait respecté par tous les publics, sous peine d'être exclu et de repartir de la salle si l'on ne veut pas les respecter, avec une distanciation qui doit être, je dirais, originale, c'est-à-dire qu'elle doit permettre, encore une fois, à mon avis, à des familles ou des couples d'une même famille d'être l'une à côté de l'autre, avec une jauge allégée, parce que, bien sûr, la densité et la promiscuité favorisent la contamination, avec des durées de spectacle qui peuvent être réduites. On sait que plus la durée d'exposition est longue et plus le risque est important. Et je dirais que la durée de spectacle pourrait être un peu calibrée à la qualité de la ventilation. Si vous étiez
dans une ventilation de type aéronautique, de type TGV, vous pourriez avoir une durée de spectacle sans aucune difficulté de plus de 3 heures. Mais si vous êtes dans des qualités probablement plus modérées, enfin moins performantes d'aération et de ventilation, alors des spectacles un peu plus courts réduiraient considérablement le risque, ce qui est dans l'intérêt de tous pour pouvoir les continuer. La ventilation, je n'y reviens pas. Je n'ai pas parlé de la vaccination, mais bien entendu, la vaccination va finir par concourir à réduire aussi les risques chez les personnes âgées qui sont déjà vaccinées. Il pourrait y avoir aussi des priorités pour des secteurs qui ont particulièrement souffert et qui pourraient être bénéficier d'une vaccination, que sont les troupes ou les orchestres qui seraient ainsi protégés dans leurs fonctions. Bien entendu, d'autres secteurs d'activité, je pense aux enseignants, seraient sans doute éligibles dans ces priorités, mais il faut peut-être avoir une vision différente qui concerne un peu les droits humains dont je parlais au tout début, dans la priorité vaccinale qui n'est pas nécessairement une descente d'âge en âge de façon linéaire. Et puis, je réitère la notion et l'importance du tracing, de la recherche possible des contacts et des clusters. Il faut pouvoir être en mesure de les rechercher parce que c'est comme ça qu'on pourra progresser et pouvoir se dire que oui, c'est sûr aujourd'hui d'ouvrir dans ce type de conditions les spectacles assez rapidement en France. Merci de votre attention. Alors, merci beaucoup, professeur Flao, pour cet exposé très clair. Moi, j'entends les voix intérieures dans cette salle qui se disent tous, mais qu'attendons-nous, en fait? Je vais passer là. Si vous pouvez rester avec nous encore quelques instants, parce que je ne doute pas que vous allez être interrogé. Je jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je passe la parole à notre rapporteur, Roger Carucci. Oui, merci professeur d'abord, parce que franchement, dans le climat anxiogène actuel et avec tout ce qu'on entend sur toutes les chaînes d'infos en continu, une parole claire, un peu organisée, un peu structurée, avec des comparaisons internationales et un peu optimiste sur la suite, qu'est-ce que vous voulez? Par les temps qui courent, ça ne fait pas de mal non plus, hein, on n'est pas obligé de tous se suicider. Donc merci beaucoup pour vos propos. Mais en même temps, vos propos me ramènent, si je puis dire, sur le secteur concerné. Et là, j'aurai 2-3 questions à l'ensemble des acteurs du monde culturel, mais sous le contrôle du professeur Flao, parce que, par définition, les dates d'ouverture, la progressivité de l'ouverture, les jauges, à un moment, il faudra bien que ce soit les scientifiques qui le déterminent. Première question. Le président disait tout à l'heure, et plusieurs orateurs ont dit, on a eu en 2020 des aides finalement considérables de la part de l'État ou des différentes structures publiques ou parapubliques. Mais nous avons tous entendu le ministre du Budget, M. Dussopt, nous dire que le quoi qu'il en coûte, c'était bien en 2020, ça doit se terminer en 2021. Et qu'à partir de là, il y aurait probablement une nouvelle estimation, reconsidération des aides publiques à l'ensemble des secteurs, pas seulement au secteur de la culture, hein, à l'ensemble des secteurs, pour essayer de réduire les engagements de l'État et les dettes Covid, comme on dit aujourd'hui. Dans cette perspective, comment vous voyez sur l'ensemble des secteurs la potentielle réduction des aides publiques, la possibilité, puisque par exemple, le professeur parlait tout à l'heure de l'Espagne, enfin en Espagne, ils ont aussi dit le pays n'ayant pas les moyens de faire du confinement, tant pis, on ouvre. Sous-entendu, on n'apporte plus d'aide, débrouillez-vous. Donc, est-ce que, non pas une perspective de cet ordre, en France ce ne serait pas imaginable, mais une évolution de cet ordre apparaît possible dans votre secteur? Deuxième élément, au terme de cette période, on ne sait pas quand, été 2021, peut-être plus tard, puisque quand même on voit mal l'ensemble des festivals pouvoir se tenir, puisque bon, du fait des programmations, de l'organisation, on est déjà au mois de mars, ça paraît compromis pour la plupart. Au terme de cette période, à votre avis, est-ce que l'ensemble du secteur, spectacle vivant, théâtre, concert, va être un secteur
qui va devoir, qu'il le souhaite ou pas d'ailleurs, se restructurer. Est-ce que c'est un secteur où la chute, les faillites, les difficultés rencontrées depuis plus d'1 an vont entraîner une restructuration de fait de l'ensemble des secteurs, une disparition potentielle, y compris au-delà des aides, d'un certain nombre d'activités, de théâtre, de compagnies. Est-ce que vraiment on a un risque fort d'appauvrissement en réalité de l'offre culturelle dans le pays, lié au fait que matériellement, financièrement, ça ne tient plus. Pour un certain nombre de secteurs, nous avons, et j'arrêterai là, Monsieur le Président, je vous rassure, pour un certain nombre de secteurs, nous avons vu que certains mettaient en place des spectacles numériques, si je puis dire, ou en tout cas des spectacles sans spectateurs. Alors, on voit bien qu'il y a un côté un peu... Il faut maintenir l'activité, vivre, maintenir les répétitions, faire des spectacles même sans spectateurs. On le voit à l'Opéra de Paris, on le voit dans un certain nombre de compagnies. Est-ce que le développement de ce spectacle numérique, d'abord, est-ce que ça a du sens au niveau purement budgétaire? Est-ce que c'est un apport qui peut être important dans la suite de la vie du spectacle ou du théâtre? Ou bien est-ce que c'est franchement, parce que comme nous sommes tous plus ou moins confinés ou en couvre-feu, ça maintient un lien, mais dérisoire par rapport à la vie réelle des activités culturelles. Et enfin, et là j'arrête pour de bon, Président, sous le couvert du professeur Flao, est-ce que vous avez un peu d'espoir? Je crois que la dernière question est la plus compliquée. Mais qui souhaite répondre? Alors, je vois la main. Monsieur Lachenal, d'abord, allez-y. Oui, je veux bien, merci. En tout cas, avant de répondre aux questions rapidement de M. Carucci, je voudrais remercier le professeur Flao pour les propos qu'il a tenus, notamment en parlant de droits humains et d'accès à la culture, et qui sont pour nous évidemment des droits fondamentaux à lesquels on est évidemment très attachés. Je voudrais aussi le remercier sur la part d'éléments positifs qu'il a donnés sur les capacités à minimiser les risques dans nos pratiques. Et je veux juste faire cette mention à destination des sénateurs, puisque nous tiendrons bien entendu à leur disposition ces éléments-là. Nous avons, depuis des mois maintenant, engagé un certain nombre de travaux extrêmement précis avec des organismes scientifiques, technologiques, des professeurs de médecine également, qui recoupent ce que le professeur Flao disait. On a fait beaucoup de chemin, juste pour rentrer dans quelques détails, mais très rapide, pour dépasser même les risques qu'il a pu dessiner sur les instruments de musique. On a donné des guides de bonnes pratiques, de désinfection, etc. Voilà. Tout ça est maintenant assez sérieux. Tout ça pour dire également que, ne parlons que de mon secteur cette fois-ci, des opéras et des orchestres, le protocole qu'on a mis en place pour les orchestres qui ont continué à travailler pour des captations, pour des enregistrements, a été extrêmement efficace pendant cette période, puisque, en tout cas en France, grâce à ce protocole, aucun cluster n'a eu lieu dans le monde symphonique, dans les orchestres depuis le mois de septembre. Et si effectivement on a pu voir arriver des cas dans les pratiques vocales, on commence à mieux en déterminer, et bien entendu les raisons. Elles sont parfois liées aux environnements, comme on en a parlé, celle des salles de spectacle, de renouvellement d'air, et effectivement nous permettent aujourd'hui de mettre en place des procédés nouveaux. Je dois rappeler maintenant qu'aujourd'hui les chanteurs acceptent de chanter masqués, ce qui reste d'une certaine manière la meilleure façon de se protéger aussi. On a fait beaucoup de progrès là-dessus et on est en train de faire des mesures, je le dis également pour le professeur Flao, sur les mesures d'aérosols, la taille des aérosols qui sortent des instruments, de tous les instruments, les mesures qu'on peut mettre, qui sera à la sortie des pavillons, etc. Donc là-dessus, on est en train de continuer à travailler. Tout ça permet de renforcer en tout cas les protocoles qui sont mis en place et qui permettent, je l'avais dit dans mon propos liminaire, de garantir la sécurité, certes du public, mais surtout des gens qui travaillent sur nos plateaux. Et c'est vrai que le spectacle vivant est un endroit d'interaction physique, sociale, fondamentale. Et en tout cas, voilà, je voulais le redire. Sur les questions, en tout cas, que pose M. Carucci, la question de la baisse des crédits en 2021, évidemment, c'est une donnée très importante pour nous. La reprise se fera de manière progressive et forcément dégradée par rapport aux recettes qu'on peut avoir. Donc, pour nous, il n'est pas
si vous voulez, il est salvateur en tout cas de pouvoir compter sur la pérennisation des mécanismes qui nous permettent d'accompagner cette reprise. Donc tous les mécanismes aujourd'hui de compensation de billetterie, de compensation de coûts de plateau, ce sera l'outil de la reprise qui permettra au spectacle vivant de pouvoir reprendre dans des conditions qui ne seront pas tout de suite optimales. Donc pour nous, effectivement, il n'est pas à l'heure de considérer que 2021 sera l'année de revenir sur les investissements de soutien à notre secteur, puisqu'au contraire, c'est vraiment au moment où on est en capacité de reprendre la période où on a le plus besoin d'accompagnement. L'interprétation aussi, j'allais dire, des risques des faillites. Là encore, notre secteur, on est, je l'ai dit tout à l'heure, des opérateurs de services publics. Donc on ne veut pas penser qu'on a un risque de faillite dans notre secteur. On est vraiment les outils d'une politique publique de la culture, des arts, et à ce titre-là, on en appelle bien entendu à la vigilance de toutes les personnes qui composent les organes de gouvernance et qui participent au financement des structures qu'on représente, que ce soit l'État, les collectivités territoriales en premier lieu, bien évidemment. Et puis, pour en finir sur la question du numérique, tout est dans la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des activités qui sont clairement des activités de substitution. D'un point de vue artistique et d'un point de vue culturel, rien ne remplacera la rencontre physique des spectateurs, du public et des artistes. C'est évident, il faut à tout prix le défendre. On est des entreprises de spectacle vivant, et le spectacle vivant a à cela quelque chose de magique, que dès lors que le rideau se lève, tout peut se passer, et ce rapport direct aux artistes et à leur expression poétique est quelque chose qu'il faut absolument conserver. Donc aujourd'hui, effectivement, les moyens de diffusion alternative que le numérique permet a permis effectivement à des équipes de rester au travail, des artistes de continuer de faire leur métier, mais c'est une forme de pis-aller dont aujourd'hui on ne peut absolument pas construire de modèle économique pérenne pour l'avenir. Donc il y avait une question sur la viabilité économique. Nous savons que les expériences qui sont menées se font grâce aux aides mobilisées par le Centre national de la musique, le Centre national du cinéma, mais est-ce qu'il y aura une réalité économique à cela? Il est trop tôt pour le dire. Il a fallu beaucoup de temps à la musique pour s'adapter au numérique, pour passer d'un état de pillage permanent, si je peux dire, à une période, à des systèmes de diffusion plus responsables avec les plateformes de streaming payants. On n'en est encore pas à cette étape de maturité, je pense, pour le spectacle vivant, et ce sont des questions qui sont plutôt liées à l'avenir, mais en tout cas qui ne sont pas des éléments de réponse aujourd'hui à la crise pour pouvoir en sortir très immédiatement. Voilà. Allez-y, monsieur Binder, c'est ça. Je représente le syndicat du spectacle vivant privé. Merci de nous donner la parole et merci de faire ce rendez-vous. 3 petites choses, je vais essayer d'être bref. Et la première chose, c'est qu'il ne faut pas se méprendre sur le déconfinement de la culture. Vous avez beau déconfiner des salles de spectacle, vous aurez beau déconfiner des festivals, si nos spectateurs ne sont pas, entre guillemets, déconfinés, et donc pas aptes ou enclins à acheter des billets de spectacle, notre écosystème privé va mourir ou est en danger. Ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de déconfiner les lieux de spectacle, en tout cas pour nous. La deuxième chose, c'est que, et je remercie le professeur Flao d'être là, mais on a un absent de cette discussion qui est le vaccin. On a la chance d'avoir un président de la République qui vient nous annoncer une promesse très forte de dire qu'à la fin de l'été, l'ensemble de la population française serait vaccinée. De 2 choses l'une. Si l'ensemble de la population française est vaccinée à la fin de l'été, ça nous donne un rétroplanning très clair de reprise de nos activités avec peu de contraintes sanitaires qui s'exerceront à partir du fin septembre ou début octobre, à partir du moment où on se base sur la fin de l'été au 21 septembre. La troisième chose, c'est sur les aides. Les aides, vous avez une temporalité des aides qui est complètement différente et disparate. Et à un moment donné, il faudra se poser la cohérence des aides sur le secteur culturel et l'activité culturelle. Je vous donne un exemple. Vous avez des aides sectorielles et des aides transversales. Sur les aides sectorielles, on a une temporalité qui sort de l'immédiateté du besoin. Vous avez des dossiers de consultation, vous avez des comités de consultation, et au terme des consultations, vous avez de la trésorerie qui tombe dans les entreprises du spectacle vivant privé. C'est un temps long. C'est le temps d'étude, c'est le temps administratif. Dans le fonds de solidarité annoncé par Bruno Le Maire, vous avez une efficacité et une temporalité qui est extrêmement bonne et vertueuse pour les entreprises. Les entreprises et le fonds de solidarité, vous êtes séquencés sur des mois. Vous avez tant de charges au mois,
On sait que les entreprises ont besoin de compenser des charges, payer des salaires, payer leur loyer, payer des frais divers et variés qui composent les frais de structure des entreprises, et le Fonds de solidarité vient les compenser au maximum de ses possibilités, au mois, sans décalage de temporalité. Donc, avec le fonds sectoriel et avec le fonds transversal, on a une complémentarité des aides, mais une désynchronicité de son efficacité. Je vous donne un exemple, le fonds transversal exceptionnel qui a été alloué au spectacle vivant privé, qui devait être de 200 millions ramené à 115 millions d'euros, je préfère le rappeler, est aujourd'hui un fonds qui est alloué au titre des pertes des entreprises de 2020 et sera très vraisemblablement versé à ces mêmes entreprises en juin, voire en septembre 2021. On oublie donc qu'à partir du 1er janvier 2021, la crise joue à plein pour ces mêmes entreprises sans aucun comblement ou allocation pour combler ce même déficit qui se recreuse à partir de janvier. On comble déjà 20 en septembre, mais on ne se préoccupe même pas du déficit qui est creusé sur 2021. Donc le fonds de solidarité, et c'est pour ça qu'on nous demande et qu'on vous demande d'appuyer le fait que le secteur S1 et S1 bis soit pleinement acté dans le fonds de solidarité, pour que les entreprises du secteur culturel puissent y avoir droit, parce que cet écart de temporalité risque d'être fatal aux entreprises. Pour en terminer, notre fonds, nous l'avons séquencé, c'est le Prodis qui est à la manœuvre et à l'écriture, en présentant le REX, c'est-à-dire que nous demandons un dédommagement sur les pertes réelles des entreprises, pas tant sur les charges, sur les pertes réelles, toute compensation faite des aides publiques qui auront été données. Nous, il nous semble que c'est un système juste et vertueux qui devrait s'harmoniser. Merci. Madame Gentilhomme, oui. Oui, par rapport à la question sur les mesures de soutien, dès lors qu'on ne connaît pas les conditions de la reprise, c'est compliqué de dire que les mesures de soutien pourraient s'arrêter. Aujourd'hui, si on reprend avec une jauge de 50%, de 60% ou de 40%, bien évidemment, pour les secteurs du spectacle vivant privé, il sera nécessaire d'être accompagné au regard de conditions financières qui pourraient ne pas être les mêmes en fonction de la façon dont on pourra reprendre. De la même façon, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, pour le théâtre, dès lors qu'il y a des mesures de couvre-feu qui sont maintenues, ça condamne aussi une partie de nos activités et notamment les multiprogrammations pour les petites salles qui sont absolument essentielles pour leurs économies. Donc voilà, c'est compliqué de vous dire aujourd'hui on va pouvoir se passer des aides et quand on pourra se passer des aides dès lors qu'on ne connaît absolument pas les conditions de la reprise et à savoir aussi, comme le rappelait Aurélien Binder, si le public sera aussi au rendez-vous d'une reprise dès que les salles seront en capacité de rouvrir. Par rapport à votre question sur les offres qui soient des captations, moi je voudrais rappeler qu'il y a des captations dans le théâtre depuis longtemps, mais c'est une activité qui est excessivement marginale. Ça n'est pas la même chose que le spectacle vivant, bien évidemment, et que là on parle de spectacle vivant. Et qui dit spectacle vivant, c'est un rapport entre une scène et une salle. C'est un partage d'émotions entre des comédiens qui transmettent à une salle plus ou moins pleine. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de l'expérience qu'on peut avoir dans une salle pleine. Et je voudrais surtout insister sur un autre point. On a parlé aussi de lien social et de la grande détresse psychologique dans laquelle se trouve une partie de nos concitoyens. Aller au spectacle, partager un moment d'émotion dans une salle, ça contribue aussi à créer du lien social. Et c'est pas du tout la même chose que d'être tout seul face à un écran. Et je crois que c'est absolument dramatique de penser qu'on pourrait substituer du vrai spectacle vivant dans une salle avec un partage d'émotions à un filtre d'un écran tout seul chez soi. Merci. Merci. Alors peut-être, professeur Flao, vous voulez réagir à l'interpellation de M. Binder sur... Et alors, quand le vaccin, quand on va atteindre un taux de vaccination important de la population, de toute façon, on peut reprendre une vie normale? Sans masque. Oui, je partage cet espoir. Je pense que c'est même l'objectif de la vaccination, c'est de pouvoir rapidement reprendre une vie normale. On a une sorte de laboratoire vivant qui est constitué par Israël aujourd'hui, puisque d'ores et déjà, plus de 80% de sa population adulte est vaccinée. Et qu'on va voir un petit peu comment
renaît la vie sociale et la vie économique dans ce pays. On va aussi avoir un petit peu plus lentement peut-être, mais l'expérience britannique en la matière. Donc c'est vrai, il reste un seul point pour l'instant encore un petit peu incertain, qui est l'absence de transmission ou en tout cas la réduction de la transmission du virus grâce à la vaccination. Vous savez que la vaccination empêche d'être malade, empêche les formes sévères de la maladie, ce qui est très heureux parce qu'il l'empêche de façon extrêmement efficace, probablement pratiquement à 100%, mais en revanche, on ne sait pas dans quelle mesure il réduit la transmission et donc le risque de transmission à l'autre. Parce que certains vaccins ne réduisent pas beaucoup la transmission, mais sont extrêmement efficaces sur les maladies sévères. Il y a de bons arguments aujourd'hui pour commencer à penser qu'il va y avoir aussi de très bonnes nouvelles de ce côté-là. Donc, mais c'est des études qui prennent un peu plus de temps et pour le moment, on a juste l'espoir que également la transmission sera fortement réduite. Et si c'est le cas, en effet, on aura une vie beaucoup plus normale une fois vacciné, sous réserve bien entendu qu'on ne va pas encore avoir d'autres mutants ou variants qui viennent obérer l'efficacité de cette vaccination, ce qui n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui. Bien, merci professeur. Donc ce qui ne nous exonère pas, tout au contraire, de travailler à une reprise plus rapide à certaines conditions. Votre exposé était très clair. Je vais passer la parole à notre second rapporteur, Jean-Michel Arnaud, et puis ensuite aux collègues qui souhaiteront poser des questions. Oui, Monsieur le Président, merci. Merci à tous les intervenants pour la richesse de leur analyse et également l'expression des conditions difficiles dans lesquelles se trouve la filière culturelle. Juste une observation, je serai très bref pour laisser la parole aux autres personnes qui souhaitent s'exprimer. Je crois que le travail de la mission est effectivement de capter les difficultés liées à la nature du virus, comme l'a dit le professeur Flao. Capter également les difficultés à court terme qui sont les vôtres. Je crois que vous les avez exprimées de manière puissante avec cet espoir, puisque le président Carucci a évoqué le terme d'espoir, de pouvoir travailler, puisque vous demandez finalement, comme tous les professionnels, simplement d'exercer votre métier et de pouvoir retrouver une vie normale, et notamment une vie économique normale. Ceci étant dit, un des objectifs, parmi d'autres, de la mission est de se préparer aussi à moyen et long terme à la réitération finalement d'une situation telle que nous la vivons. Et il me semble important, en particulier, sur les suggestions, les recommandations, d'une certaine manière, du professeur Flao, de voir comment, à moyen et long terme, on réenvisage, et à quel coût d'adaptation, une restructuration finalement des salles, des lieux de vie culturelle dans ce pays. Et même si on est aujourd'hui encore la tête dans le guidon, je crois qu'il faudra effectivement voir de quelle manière on se prépare à l'avenir et quel impact cela peut avoir sur votre organisation. Vous avez évoqué, et c'est vrai dans beaucoup de métiers, finalement la révélation de la diversité juridique aussi des supports de vos activités. Donc il y aura probablement un travail aussi, peut-être pas d'harmonisation, mais en tous les cas de reprojection sur ces modes juridiques déjà d'organisation de vos activités, de leur financement. Je vois bien, et c'est un classique entre les scènes publiques et les activités privées, des nuances pour dire les choses de manière douce et convenable dans une institution comme celle du Sénat, et puis voir de quelle manière, effectivement, sur les lieux de vie, quels sont les éléments sur lesquels il va falloir au long cours travailler avec vous, avec évidemment l'État, avec quels moyens financiers, pour vous permettre aussi de préparer cette mue absolument indispensable pour qu'on ne se retrouve pas avec un autre virus, avec une autre situation, de plus en plus imprévisible les unes après les autres, avec le réchauffement climatique en particulier, à des situations qui seraient de nouveau très difficiles. Et derrière les aides à court terme de l'État qui vous permettent de survivre, en espérant le retour du public, vous l'avez dit également, j'aimerais aussi qu'on ait une réflexion là-dessus. Comment convaincre le public, au-delà des situations techniques sur lesquelles vous travaillez, comment on régénère également une vision culturelle pour que le public reste avec nous et ait envie de revenir dans vos lieux de vie et dans vos lieux d'expression culturelle et vos lieux économiques.
Merci. Alors, je vais passer directement la parole aux collègues qui se sont inscrits et vous pourrez après répondre à l'ensemble des interventions, en commençant par Sylvie Robert. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à toutes et à tous. En vous entendant, je me disais que le rapport que j'avais commis sur la situation de la culture après le premier confinement était pour certaines préconisations encore d'actualité, et notamment la question de la visibilité, du cadre que vous avez bien rappelé. Pour autant, on n'est pas dans la même période, et heureusement, on est peut-être au bout du tunnel. Il y a eu des expériences, M. Flao l'a évoqué, il y a aussi vos travaux, parce que la question du protocole, et je dis tout le temps que vous êtes vraiment des professionnels responsables et que vous travaillez beaucoup sur ces réouvertures, et donc tout ça doit nous permettre forcément d'envisager d'être un petit peu plus optimiste qu'aujourd'hui. Pour autant, j'aurais quelques questions, et notamment sur les aides. Oui, la différence, c'est aussi les impacts psychologiques sur la population. On n'en parlait pas à l'époque. On a beaucoup parlé d'impacts économiques, sociaux, mais là, la question psychologique est vraiment importante, et je crois qu'il faut vraiment qu'on la souligne. Alors, je voudrais vous poser quelques questions. Je suis un peu étonnée de la façon dont le plan de relance que nous avons voté, chers collègues, assez conséquent pour la culture, se met en œuvre aujourd'hui dans les territoires. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais avoir votre point de vue, d'autant que moi, je l'aurais plutôt appelé plan de reprise, parce que la relance va être autre chose. Et je crois que justement, il va falloir qu'on se projette sur d'autres modalités d'accompagnement, et notamment dans un contexte où, et j'aimerais aussi avoir votre sentiment, où beaucoup d'artistes sont fragilisés, où il y a eu beaucoup de créations qui ont été reportées, voire annulées, des projets qui restent dans les cartons, où quand même les théâtres, un certain nombre d'équipements ont été ouverts pour de nouvelles créations. Dites-moi comment vont pouvoir se bâtir les prochaines saisons. Ça, c'est économiquement derrière. On le voit bien, si en plus on s'apprête à se dire qu'il n'y aura peut-être pas de nouveau plan de relance, et je dis bien relance et non pas reprise, ça peut être un peu difficile. La question des festivals, est-ce que vous pensez que l'aide qui a été annoncée par la ministre sur le fonds de soutien des festivals est suffisant ? Et je suis un peu étonnée de ne pas entendre, et M. Flao pourtant l'a bien évoqué, en tout cas de réflexion autour d'un fonds de soutien d'équipement, d'investissement pour que les salles, et vous l'avez vraiment bien dit, puissent être conformes, en tout cas en conformité avec les protocoles. Là aussi, j'entends peu de choses, mais il y aura les collectivités territoriales, il faudra qu'on soit vigilant, parce que ça pourra aussi être un sujet avec les collectivités territoriales. Je voudrais savoir ce que vous pensez du pass sanitaire. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit l'appeler, mais j'ai entendu le président de la République en parler comme ça. M. Flao l'a bien dit, un QR code, traçage, etc. Est-ce que ce sont déjà, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur subventionné, est-ce que c'est déjà quelque chose que vous avez analysé ? Et enfin, pour aller être brève, M. Flao, vous avez donc beaucoup parlé des situations des salles. Il s'avère que l'été, il y a beaucoup de festivals en plein air. On est quand même en plein air, et c'est vrai que même si on se dit qu'on sera dans une situation quand même un peu plus favorable, est-ce que les risques que vous avez évoqués sont aussi importants lorsqu'on est en jauge debout, ou même, comme vous l'avez dit, dans une salle, on ne peut pas avoir de distanciation, mais on est vraiment en plein air? Est-ce que là, il y a vraiment un risque pour... vous voyez à quoi je pense, c'est-à-dire les festivals de cet été. Et singulièrement, est-ce que la question de la jauge est un indicateur qui est un bon indicateur? Voilà, merci. Evelyne Renaud-Garabédian. Monsieur le Président, moi je voudrais vous poser deux questions et faire un constat. Je ne connais pas du tout le secteur de la culture. Moi, je suis du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, donc j'essaie de faire le parallèle entre tout ce que vous avez dit, que je vous remercie parce que c'était particulièrement intéressant, et ce que nous, on vit dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie et de la restauration. Tout d'abord, si j'écoute le professeur Flao, il nous a dit que dans les avions et dans les compagnies aériennes, il y avait énormément de gens qui les utilisaient et qu'il n'y avait pas eu beaucoup de cas de contamination à cause de la purification de l'air. Si j'ai bien compris,
Excusez-moi, je ne suis pas une technicienne. Pourquoi dans les salles de cinéma, où il n'y a pas ce risque de transpiration, où il n'y a pas ce risque d'éclaboussement par la bouche, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aux propriétaires des salles de cinéma d'envisager de modifier et de purifier l'air pour que si 2 personnes sont assises l'une à côté de l'autre ou avec un siège, il n'y a pas de risque effectivement de contamination. Donc pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas techniquement de voir s'il est possible pour les salles de cinéma d'envisager cette possibilité? Deuxièmement, une question que je voulais vous poser, économiquement, pour qu'une salle de spectacle soit viable économiquement, il faut que la jauge du nombre de personnes qui sont accueillies, c'est combien de personnes? Il faut que ce soit 1000, il faut que ce soit 2000, il faut que ce soit X% du pourcentage de la salle. Une salle qui reçoit 10 000 spectateurs, il faut que sur les 10 000 spectateurs, il y ait obligatoirement, pour que ce soit économiquement viable, la moitié, le quart, pour avoir une idée. Et puis, les compagnies d'assurance, est-ce que vous avez eu des couvertures dans les compagnies d'assurance? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de spectacles ont été annulés. Des sommes ont dû être encaissées par les salles de spectacle et par des organisateurs. Et spectacles qui ne peuvent pas être servis à la clientèle. Comment est-ce que ces sommes-là sont traitées? Est-ce que les compagnies d'assurance vont rembourser? Est-ce que les salles vont rembourser les sommes qu'ils ont encaissées? Parce que je ne pense pas qu'ils ont été capables de rembourser eux-mêmes les sommes qu'ils avaient déjà encaissées. Donc j'aimerais savoir comment ça se passe avec les compagnies d'assurance et de voir s'il y a une possibilité ou pas dans les polices d'assurance d'envisager ces couvertures. Et s'il y en avait, est-ce que dans les renouvellements des polices d'assurance, parce que ça fait 1 an que nous sommes dans une situation épidémique, les polices d'assurance ont été renouvelées par les compagnies d'assurance, puisque au bout d'1 an, soit elles résilient, soit elles continuent. Est-ce que les polices d'assurance ont été... Alors pourquoi je vous pose cette question, excusez-moi? C'est parce que nous, en matière hôtelière, les compagnies d'assurance n'étaient pas claires. Elles ont résilié toutes les polices d'assurance au 31 décembre. Alors elles ont annoncé évidemment qu'elles maintenaient les garanties, mais le montant des primes n'était pas élevé. Mais les garanties ne sont plus du tout les mêmes. Elles ont diminué de plus de la moitié. Alors comment ça se passe dans votre secteur d'activité? Merci de vos réponses. Alors, personne d'autre de mes collègues n'ayant demandé la parole, je vais vous passer donc à vous la parole pour des réponses dans un temps qui est extrêmement contraint, vous l'avez deviné, d'autant qu'il y a un nombre de questions et de remarques importantes qui est impressionnant de la part de Sylvie Robert et Evelyne Renaud-Garabédian, on doit bien le dire. Le Prodis veut commencer? Allez-y. Bonjour à tous. Oui, effectivement, beaucoup de questions, donc je vais essayer d'être assez binaire, même si certaines questions appellent à plus de... Je voulais... la première question, monsieur le rapporteur, sur le futur. Vous voulez ma mort? Je suis président là pendant 3 ans. Vous voulez que je sois président pour les 15 années qui viennent? Ça ne me sécurise pas. Mais en tout cas, pour la crise d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est extrêmement important. On a cette conviction, le pass sanitaire, la vaccination, pour nous, c'est le début de la lumière au bout du tunnel. Je parle vraiment d'un point de vue spectacle vivant privé, avec des modèles économiques extrêmement compliqués pour répondre très vite à votre question. Nous, si nous n'avons pas 80 voire 90% de taux de remplissage, nous sommes out. Donc de redémarrer à 50%, ce n'est pas possible pour nous, ou alors on se dit que c'est une phase de transition pour l'expérimentation sanitaire, mais économiquement, ça produira bien entendu de la casse. Donc pour nous, tant que nous ne sommes pas à 80 ou 90% des capacités, quelles qu'elles soient, on est foutu. Enfin foutu, je veux dire, on est dans un désastre. Donc le pass, alors je comprends bien que le pass sanitaire et que la vaccination pose des problèmes d'éthique, de liberté, je le conçois, surtout dans un pays tel que le nôtre. Ça ne pose beaucoup moins de problèmes dans les pays nordiques.
Est-ce que c'est le fait qu'il soit luthérien ou calviniste? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est une réalité. Dans les pays du Nord, cette question n'est pas tout à fait... voilà, on ne la conçoit pas de la même façon que chez nous. Le pragmatisme voudrait me faire dire que c'est notre seule solution, la vaccination et le pass sanitaire. Maintenant... je comprends que ça soulève des questions sociétales. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, ça sera imposé. Vous parliez de l'aérien, par exemple. L'aérien, si vous allez voyager dans le monde dans les années qui viennent, il y aura une obligation de présenter certainement un carnet vaccinal. Alors, on l'appelle passeport vaccinal, c'est peut-être un petit peu trop... liberticide, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, un carnet vaccinal. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait quand vous allez en Afrique, dans la plupart des pays. Alors, donc, je pense qu'on va y aller petit à petit vers cette... que ça me plaise ou que ça ne plaise pas, pour nous, c'est un espoir. Pardon ? Ah, il faut que je remette mon masque, pardon, excusez-moi. Voilà. Je crois... Alors, j'ai tellement de questions sur la territorialité, la façon dont les aides arrivent. Là aussi, il y a il y a les aides nationales qui viennent un petit peu avec des temporalités différentes. Nous, spectacle vivant privé, on nous a quelquefois dit pourquoi vous seriez éligible à ce fonds puisque vous avez un fonds sectoriel de sauvegarde. En fait, ce qui est très important, c'est que nous sommes des entrepreneurs. Et derrière ce mot entrepreneur, il y a une certaine faculté à comprendre ce qu'est le risque. Et le risque, c'est notre métier depuis le début. Quand on met de l'argent sur la production d'un spectacle, on n'est absolument pas sûr de recouper les sommes investies. Eh bien, c'est un risque qu'on prend volontiers, sinon nous ne serions pas entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est celui qui entreprend et qui gère cette part risque et profit espéré. Moi, je dirais que quand nous avons demandé ce fonds de sauvegarde qui a été obtenu en août 2020, quand, après de longs mois, après l'étude dont Malika a parlé, c'est-à-dire on a fait des études d'impact par EY, donc cabinet indépendant, et quand c'est arrivé, et nous avons bien entendu fondé nos aides qu'il fallait aller chercher sur ce rapport qui se proposait d'indemniser d'une façon vertueuse, tous les acteurs de notre écosystème et d'aller, bien entendu, défendre l'indépendance, les petits acteurs qui seraient les mieux indemnisés et les très gros qui sont des acteurs souvent avec un actionnariat très fort.